les dépenses publiques des communes, avec une crainte sur le retour d'un contrat de Cahors. Tout à l'heure, la Première ministre s'est exprimée à ce sujet. On écoute sa réponse et puis je reviens avec vous en plateau sur ce sujet. La confiance ne se décrète pas, elle passe par des actes. Je sais combien le dispositif qui vous contraignait à modérer vos dépenses a pu paraître inutile, voire vexatoire. J'ai entendu vos remarques, j'ai échangé avec l'ensemble des associations d'élus et je l'affirme, notre intention n'est pas de maintenir un mécanisme de sanction. Nous ne voulons pas de nouveaux contrats de Cahors. Nous voulons trouver un chemin avec les parlementaires, avec vous. Il n'y aura pas du retour de contrat de Cahors, il n'y aura pas de dispositif de sanction, nous explique la Première ministre, Florence Portelli. Est-ce que c'est pour vous satisfaisant? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Écoutez, c'est déjà un très bon pas et vraiment ça va bien. J'espère aussi qu'en tant que chef du gouvernement, elle sera écoutée par ses ministres, parce qu'on en a entendu certains qui ont des sons en permanence, avoir des sons de l'État qui est surendetté, alors que nous, maires, nous présentons des budgets en équilibre. C'était Vous n'avez pas le choix, insupportable. vous devez respecter cette Non mais règle et tant d'or, mieux, c'est cela. et tant mieux, ça on ne le conteste pas, mais avoir des leçons de morale par des gens qui creusent la dette du pays, comprenez que c'était quand même particulièrement pénible. Et puis le contrat de Cahors, c'est quoi? C'est réduire nos dépenses de fonctionnement. Pour les gens qui nous regardent, les dépenses de fonctionnement, c'est ce qui leur permet d'avoir des policiers municipaux, d'avoir du personnel dans les crèches communales, d'avoir des éducateurs qui aident des enfants handicapés dans les écoles, avoir des ATSEM en maternelle, c'est tout ça, le fonctionnement. Bon, si vous réduisez justement cette possibilité, comment on fait, un, pour assurer les services publics, et deux, d'ailleurs, pour parfois assurer des services publics à la place de l'État, qui soit on supprime, soit on rend certains à portion congrue. Regardez la police municipale, pourquoi on a des polices municipales importantes? C'est parce qu'on n'a pas assez de policiers dans nos communes. Donc on est bien content de nous trouver dans ces cas-là pour faire des dépenses de fonctionnement. Alors si en plus on doit compenser ce que ne fait pas l'État pour recevoir des coups de bâton et des remarques humiliantes, comprenez que ça fait beaucoup et que pour nos concitoyens, ils attendent de nous qu'on défende nos services publics. Il n'y aura pas de contrat de Cahors, Philippe Laurent, mais on entend quand même que le gouvernement dit qu'il y a besoin d'un engagement des collectivités pour une trajectoire de finances publiques crédible pour Bruxelles. Et la Première ministre dit que ça sera au même rythme pour l'État et pour les collectivités. C'est ce que vous demandiez ou pas? C'est ce que, en effet, nous avons entendu il y a un instant. Moi, je voudrais revenir sur cette affaire des contrats de Cahors. Vous avez bien vu que dès lors qu'il y a eu des difficultés, des choses qui n'étaient pas prévues, et la crise sanitaire par exemple, tout ça a sauté, parce qu'il fallait faire face. Et que donc par conséquent nous avons fait face, et que le bon sens voulait que naturellement ce type d'encadrement eh bien disparaisse. Et puis je rappelle, mais je le fais sous le contrôle du sénateur Keller, que le Parlement a rejeté cet encadrement. Il a été réintroduit à la faveur du texte voté avec le 49.3. Budget 2023. Voilà. Et donc moi, évidemment, comme Florence Portelli, je pense que c'est un pas important. Mais je veux dire que les finances locales, je le dis, ne sont pas un problème pour Maastricht, pour les critères de Maastricht. Ce sont les finances de l'État et les finances sociales. Les finances locales, elles sont équilibrées. Il arrive même d'ailleurs certaines années où elles sont en excédent et qu'elles viennent compenser un peu le déficit des autres secteurs des finances publiques. Patrick Canard, effectivement, c'est cette mesure qui, dans le budget 2023, l'article 40, a été refusée par les deux assemblées, mais voilà, c'était toute la crainte des parlementaires que ça revienne avec l'article 49.3. Nous verrons bien, vous savez, chat échaudé, train d'eau froide. Donc nous verrons bien si cette annonce se confirme effectivement par l'utilisation d'un 49.3 qui n'intégrerait pas cette disposition. Voilà. Je le souhaite, nous le souhaitons toutes et tous ici, parce que effectivement, les collectivités locales, les villes, j'étais président de conseil général, voilà, nous sommes dans une logique vertueuse en matière de finances publiques et il faut les respecter. Les collectivités n'ont pas à être les variables d'ajustement de l'incurie budgétaire du gouvernement. Face à cela, j'ai néanmoins entendu, et vous l'avez rappelé madame, qu'il faudrait suivre la même tendance. Et la tendance pour l'État, c'est moins 0,5% de dépenses de fonctionnement. Donc d'une manière ou d'une autre, un effort sera demandé aux collectivités. Et c'est là où le problème va se poser. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui quand Madame Borne nous dit j'augmente, soyez contents, la DGF, la dotation globale de fonctionnement de 320 millions d'euros, c'est-à-dire moins de 2% par rapport à la DGF aujourd'hui, nous sommes
2 fois, voire 3 fois moins en dessous de l'inflation attendue en 2023. Donc c'est un peu un jeu de dupes. Et si les DGF n'ont pas augmenté dans les années précédentes, c'est parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Et donc ce que nous demandons, au travers de ce qu'a évoqué David Lisnard, c'est une indexation de la DGF sur l'inflation, et ça me paraît tout à fait juste. D'ailleurs voté par le Sénat, même si on peut imaginer qu'effectivement cette mesure ne va pas rester, vous le dites, il faut absolument indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. David Lisnard disait, Oui, mardi, ce n'est pas un don, c'est un dû. On perçoit cette dotation globale de fonctionnement en échange d'un certain nombre de services que l'on rend pour l'État. Et le premier vice-président André Léniel a dit tout à l'heure que si on ne compense pas l'inflation, c'est de l'argent qu'on retire aux collectivités au profit de l'État. Est-ce que vous reconnaissez tout de même un effort qui est inédit, nous dit le gouvernement? Ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu cet effort de 320 millions d'euros Non, en fait, sur la il faudrait à DGF. peu près 800 millions. 800 millions, c'est parce que j'ai tellement l'habitude des reliquats de l'État que ma langue fourche. Non, il faudrait 800 millions, c'est ce que d'ailleurs a dit David Lisnard dans son discours, si on est vraiment indexé sur l'inflation. Mais de manière globale, pourquoi cette prise de conscience vertueuse? Alors, je ne fais pas de procès d'intention à Madame la Première ministre, qui est quelqu'un qui nous respecte, ce qui est déjà très bien, je vous assure. Vous trouvez qu'il y a un changement de ton En tous par les cas, rapport elle est là. au précédent Premier Elle est ministre? là. Non, mais même par rapport au Même par président rapport au président de la République, République? peut-être. Bon, Vous n'avez pas apprécié sa déambulation? Écoutez, moi j'ai j'ai même plus apprécié, c'est pas que j'apprécie pas, c'est que maintenant je m'en fiche en fait. Du moment qu'il y en a une au moins de l'exécutif qui nous écoute, ça me fait déjà pas mal. Mais cette prise de conscience subite, c'est aussi parce qu'il y a le Sénat. Et que comme aujourd'hui, ils n'ont pas la majorité absolue au Parlement, on peut quand même admettre que la position des sénateurs, qui nous a sauvés, littéralement, qui a encadré déjà la façon dont la loi a fait sauter les boulons d'une loi qui restreignait énormément les aides de l'État, même les aides sur les questions énergétiques, était en fait considérablement allait restreindre le nombre de collectivités qui allaient en être bénéficiaires. C'est les sénateurs qui ont fait sauter ça. Ils ont fait, Donc, ils ont élargi, simplifié le dispositif. Comme ils ne peuvent pas quand même faire des 49.3 tous les 4 matins, il y a un moment, ils sont quand même obligés d'écouter un petit peu le Parlement. Donc ça, déjà, ça joue. Mais ce qui a été dit tout à l'heure dans les discours et qui est très important, il faut que vos auditeurs entendent ça. C'est pas un appel d'air des collectivités territoriales pour être des mauvaises gestionnaires. Ce sont des bonnes gestionnaires parce qu'aujourd'hui, toutes strates confondues, si vous additionnez tous les millefeuilles territoriales, on présente 19% des dépenses publiques. 19%, madame. Donc ce n'est pas nous qui creusons la dette, c'est pas nous qui creusons les déficits. Philippe Laurent. Oui, 19% des dépenses et moins de 10% de la dette. De la dette, voilà. Alors que nous sommes pratiquement les seuls à investir 50 milliards d'euros par an pour le moment. Ça va baisser, certainement, malheureusement. Non, ce que je veux dire sur la DGF, en fait, nous, l'annonce que nous attendions, c'est l'indexation de la DGF. Pourquoi? Parce que ne pas Mais indexer ce n'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Bon, enfin, on se doutait un peu que ça n'arriverait pas, hein, mais bon, pour te dire. Pourquoi cette indexation, elle est juste? Et pourquoi la situation actuelle est injuste? Parce que ce sont les communes qui ont peu de taxes foncières, des communes qui ont beaucoup de logements sociaux, qui ont peu de propriétaires sur leur territoire. Ce sont ces communes-là qui vont être pénalisées parce qu'elles perçoivent une part de dotation importante dans leurs ressources. Les communes qui ont une part de propriétaires très importante, peu de logements sociaux, il n'y a pas de souci, elles vont connaître l'augmentation des bases de la taxe foncière, alors que les autres ne connaîtront pas cette augmentation. Donc cette mesure de non-indexation, c'est une injustice faite aux communes. Une injustice. Alors vous avez parlé de l'ambiance qui s'est un petit peu réchauffée quand même avec la nouvelle première ministre. On va écouter d'ailleurs la déclaration d'amour tout à l'heure lancée par Elisabeth Borne à l'intention des maires qui sont rassemblés ici au Congrès des maires de France. C'est pourquoi je suis aujourd'hui devant vous avec humilité, car je sais que votre mandat est exigeant chaque jour. Mais je suis aussi devant vous avec détermination, car sous l'autorité du président de la République, avec le ministre en charge de la cohésion des territoires, avec tout mon gouvernement, je crois que nous construisons, sans slogan ni effet d'annonce, une relation de confiance et de respect. Une relation fondée sur une idée forte. Chacun de nous a besoin des autres pour faire face aux défis du temps. Mesdames et messieurs, vous êtes les maires de France et nous construirons l'avenir avec vous. Et j'accueille sur ce plateau le président de l'association des maires de France, David Lisnard. Bonjour, merci beaucoup d'être
d'être avec nous pour bien votre réaction au discours de la Première ministre. À l'instant déjà, on vient de l'entendre, hein, elle a commencé avec une véritable déclaration d'amour au maire. Vous l'entendez, vous êtes satisfait, vous l'avez dit, hein, les relations sont un petit peu réchauffées avec l'exécutif. Disons qu'il y a une relation avec la Première ministre, en tout cas, qui est une relation de dialogue. Maintenant, les déclarations d'amour, nous, on les accepte toujours. On est toujours très heureux de les recevoir. Je crois que dans nos vies privées comme dans notre vie publique, ce qu'on veut sont des actes d'amour et surtout des actes de respect et notamment de respect de la parole de l'État sur la partie financière. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire encore. On a obtenu des choses, hein, il faut quand même le dire. Alors c'est un peu technique, mais l'intégration de l'année 2023 pour l'indemnisation de la CVAE. En revanche, 2020 c'est pas acceptable, 2021 surtout parce que ça repose sur une année une année de chute des recettes. Enfin tout c'est assez technique. Et puis je suis pas sûr qu'on ait encore une rupture avec le conformisme étatiste, mais on y travaille, on dialogue et l'AMF continue de faire son travail. Alors parmi les annonces faites par la Première ministre, il y a l'idée qu'il n'y aura pas de contrat de Cahors. Ça avait été dit sur tous les tons, mais alors elle dit tout de même il va y avoir besoin d'un engagement des collectivités et de l'État pour une trajectoire des finances publiques crédible au même rythme. Est-ce que ça, c'est satisfaisant? Non, c'est pas satisfaisant. Je vais le dire très clairement, c'est-à-dire que d'une part, bien sûr, le fait qu'il n'y ait pas de contraintes, c'est une avancée considérable obtenue par l'AMF. Voilà, il y aura Mais pas de le sanction, principe est contestable et surtout la petite phrase qui a été ajoutée après, comment va-t-elle se traduire? C'est-à-dire de dire qu'il y aura, je ne sais plus quel est le terme exact, une équivalence ou une symétrie d'efforts. Sauf que nous, on fait déjà l'effort. On vote des budgets à l'équilibre. Nous sommes excédentaires. Nous ne sommes pas un problème pour les comptes publics. Et là, je crois qu'il est temps maintenant de sortir de cette fiction d'une problématique de compte public pour la France par les collectivités. Je l'ai dit, chiffre à l'appui, on n'a jamais de contre-argument, à la fois de façon macroéconomique et de façon juridique, nous respectons la règle d'or, parce que si, dans l'esprit de l'État, c'est de dire une trajectoire parallèle sur quoi? Nous représentons 9%, toutes les collectivités confondues, de la dette publique. Les communes, c'est 4%. Donc, si c'est 50-50, on est déjà, en acceptant même le principe qu'on a une responsabilité sur la dette, c'est déjà inéquitable. Et je rappelle que cette dette des communes, ce n'est que sur l'investissement, là où l'État emprunte sur du fonctionnement. Donc, il faut faire très attention, il faut décrypter tout le discours. Il y a une forme qui est bien meilleure qu'avant. Il y a des dispositions qui sont bien plus respectueuses, et je l'ai dit en objectivité, mais sur le principe même d'une vision très Bercy, si vous voulez, qui consiste à penser que les collectivités peuvent être ponctionnées, je ne suis pas sûr qu'on ait encore l'inflexion nécessaire et attendue. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes déjà revenu lors de ce congrès des maires de France, c'est la question de la dotation globale de fonctionnement. Alors l'exécutif fait valoir une augmentation inédite, 320 millions d'euros, jamais vue depuis 13 ans. Vous avez parlé à ce propos des sbroufs communicationnels. Là, on a bien compris. Vous le maintenez? Oui, bien sûr. Vous le maintenez. Il n'y aura pas d'indexation sur l'inflation. Ça, c'est très clair dans le discours de la Première ministre. La non-indexation, c'est un prélèvement sur les collectivités. Alors, c'est pas facile à comprendre. C'est un prélèvement de l'État parce que lui, l'État, toutes ses recettes, elles sont plus qu'indexées. Les recettes, la dynamique des recettes sur la TVA, l'IS et l'IR sur 2022, c'est plus de 35 milliards d'euros pour l'État. Vous comprenez donc l'État, en modifiant la structure de la fiscalité depuis notamment une quinzaine d'années, récupère une dynamique de recettes et ensuite revenu sur nos recettes à nous en nous disant mais regardez, on vous donne plus. C'est comme si quelqu'un vous prend 100 et vous rend 50 et vous dites dites-moi merci. Non, vous dites rends-moi aussi les autres 50. Voilà, si je devais résumer. Vous voulez réagir brièvement? Oui, je rappelle, mais tout le monde le sait ici, que, en tout cas pour l'instant, l'indexation est votée dans le cadre du projet de loi de finances. Le Sénat l'a voté hier soir. Voilà, et on sait malheureusement ce que ça va devenir. Mais la demande du président Lisnard, elle est simple. Il manque 500 millions d'euros pour aboutir à l'indexation réelle. Quand vous voyez le coût pour l'État de la suppression de la taxe d'habitation, de la suppression de la redevance et bientôt de la suppression de la CVAE, c'est 35 milliards de moyens d'agir, de pouvoir d'agir en moins dans les caisses de l'État. Cherchez l'erreur. Vous avez encore toujours cette impression que vous disiez que le gouvernement fait des cadeaux une fois aux Français, une fois aux entreprises, mais sur le dos des collectivités, c'est comme ça que vous aviez résumé la situation. Je ne sais pas sur le domaine de l'impression, mais sur le domaine des faits et des actes. Il y a des annonces de cadeaux, alors j'aime pas tellement ce terme, mais parallèlement on voit que les prélèvements obligatoires augmentent. Hein, c'est là aussi un
paradoxe. Les charges et les impôts en France augmentent en valeur absolue. Mais nous, notre capacité de créer un lien fiscal avec les habitants a été supprimée. Donc, plus c'est centralisé, plus ça coûte cher à la nation et aux habitants, et moins on a de responsabilité. Donc il faut faire très attention aux effets de communication et revenir sur les effets réels, budgétaires et techniques. Il semblerait aussi que la Première ministre aille dans le sens d'une simplification. Hein. Vous aviez dit, hein, c'est très très compliqué, toutes les aides qu'on vont recevoir les collectivités en raison de la crise de l'énergie, plus de simplification pour qu'on sache plus simplement comment on sera éligible là-dessus. Vous allez travailler avec la Première ministre, déjà le dispositif est en train de s'éclaircir. Là où je suis plus convaincu par la réalité, parce que les deux dispositifs, alors avec les termes qui ont été retenus, hein, d'amortisseur ou de filet, étaient extrêmement complexes, notamment celui du filet de sécurité, avec il fallait qu'il y ait une baisse de 25% de la capacité d'autofinancement, que cette capacité d'autofinancement représente moins de 20% des recettes de fonctionnement, que ces recettes de fonctionnement voient une augmentation, et que les dépenses de fonctionnement aient au moins 60% de dépenses énergétiques en plus. On est d'accord, et que la richesse de la collectivité soit inférieure au double d'une moyenne de la strate. Donc, vous avez bien retenu le dispositif. Donc, en fait, il y aura un diplôme de président de l'AMF. Donc, tous les jours, à force d'essayer d'expliquer ça à mes collègues, dont Philippe Laurent, je suis obligé de mettre mon niveau de pédagogie à un niveau élevé. Et donc, à ce titre. Vous avez compris, ça tout va changer. Donc, si vous voulez, dans la réalité, il y a des effets d'annonce avec des nombres de communes annoncées. On nous dit 30 000, 35 000. En fait, personne n'en sait rien et c'est faux. Moi, j'ai le résultat. Si vous me permettez, moi, j'ai la liste du Nord. 648 communes. Pour l'instant, 110 villes éligibles pour 3 300 000 euros. Ça fait 1,29 centimes, 1,29 € par habitant et par an. Voilà la réalité. Il est précis. Et ça, c'est précis. Alors peut-être que ça va augmenter avec les nouveaux critères. Vous l'avez dit, les maires ne sont pas pleurnichards, ne sont pas des pleureuses. Vous avez besoin de tout cela, même si vous dites c'est comme ça que ça a pu être interprété ou perçu. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, j'ai vu dans 4-5 jours, et je pense qu'on l'a tous constaté, est-ce que les maires, alors les maires demandent s'ils demandent, ça obtiennent assez. C'est pas ça. On dit, 1, ne plus être spolié sur nos recettes. 2, de franchir ce problème inouï avec l'État de la crise énergétique, puisque pour le coup, en vertu du principe de subsidiarité, c'est du ressort national. Et d'ailleurs, l'État l'a mis lui-même, puisque c'est lui qui, de façon anticipée, va vers les entreprises et les particuliers avec des dispositifs annoncés de bouclier. Et 3, d'être dans une relation qui ne soit plus une relation infantilisante. Je crois que c'est très important. Donc ce message, on le répète, on le rappelle. Et sur la partie énergétique, je pense que véritablement nous ne sommes pas loin de trouver un dispositif pertinent avec l'État, mais on attend de voir dans les prochains jours. Vous êtes optimiste là-dessus. Un dernier sujet que je voudrais aborder avant que nous reprenions tout le débat sur ce plateau. Il y a une annonce qui peut paraître technique pour nos téléspectateurs, mais qui est une annonce qui était très attendue de la part des élus locaux et aussi des parlementaires. C'est sur le zéro artificialisation nette. Je me rappelle d'une querelle de questions au gouvernement consacrée à ce sujet au Sénat. Elle parle, la Première ministre, d'assouplissement, de pouvoir territorialiser cet objectif, mais elle maintient cet objectif qui doit être divisé par 2 en 2030. Est-ce que ça, encore une fois, c'est satisfaisant? On est tous pour la lutte contre l'artificialisation des sols. Mais une fois de plus, il faut, même si c'est contre-intuitif, constater que le pays qui a le plus de réglementation, de contraintes sur la construction est le pays où on a le plus artificialisé. Donc il faut bien comprendre que ces dispositifs très administrés ne fonctionnent pas. Comprendre que c'est grâce à l'Association des maires de France qui tout de suite a dénoncé le caractère contraire à la loi, avec le Sénat d'ailleurs, des décrets d'application, et qui a été au Conseil d'État que nous avons obtenu une évolution gouvernementale. Et il est vrai que là-dessus nos arguments sont pris en compte. Mais juste, c'est pas pour dire toujours des mais c'est exactement comme sur la loi SRU. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui correspondent à des grands effets d'annonce, à des effets de communication. Puis, d'une part, ça c'est la pratique politique. Et ensuite, il y a le prisme de l'égalitarisme. Donc on fait des grandes lois monolithiques. Et on se rend compte qu'elles ne sont pas applicables. Et la phase suivante, c'est comment arriver à faire des dérogations partout, pour la ruralité, pour tel projet, pour un projet d'intérêt national, puis un projet d'intérêt régional, puis un projet d'intérêt local. Et on va rentrer dans la phase où maintenant, cette grande loi va petit à petit faire l'objet d'une multitude de textes dérogatoires qui vont amplifier la bureaucratie et qui vont une fois de plus être utilisables par ceux qui ont un accès à l'ingénierie juridico-administrative. Juste pour conclure, est-ce que vous espérez que le président de la République
va revenir dans cet auditorium à côté de nous l'année prochaine. Est-ce que vous espérez le retour de cette figure imposée et pas simplement la On est déambulation très attaché à familiale? la République, donc on est heureux lorsque le président de la République ou le Premier ministre viennent nous voir. C'est toujours l'un ou l'autre qui vient. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'est être entendu. Vous l'avez été? Sur certains points, oui. Il faut le dire, sur beaucoup non, il faut le dire aussi. Et en l'occurrence, le congrès des maires de France, c'est pas le congrès de la venue ou pas du président de la République, c'est le congrès des maires de France. Voilà. Et c'est ça qu'il faut rappeler tout le temps. Tout ne se fait pas autour de la figure tutélaire, mais du président de la République. Et c'est très révélateur aussi du mérite de nos institutions, y compris dans le traitement de certains de vos collègues, l'obsession de la venue ou pas, à quel endroit il va, qu'est-ce qu'il va dire ou pas, etc. Écoutez les propositions des maires, les positions des maires, les aspirations des maires de France, et vous entendrez les propositions, les aspirations du peuple de France. Merci beaucoup, Merci David Lisnard, pour votre réaction. Je vous laisse, je crois, repartir vers vos contrées. Oui, mes contrées lointaines, mais avant cela, les féliciter les équipes et boire un petit canon avec elles. Voilà. Parce qu'elles le Merci méritent. beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous, on va continuer à s'exprimer là-dessus. Patrick Caner, est-ce qu'il y a quand même un changement de l'exécutif que vous observez dans cette séquence? Alors oui, toutes les annonces ne satisfont pas bien sûr les maires, loin de là, mais on voit quand même que ça bouge. Et moi, je crois à ce que je vois. Quand André Léniel, premier vice-président, annonce dans la résolution du Congrès, l'idée que nous partageons, puisque nous l'avons fait voter au Sénat dans ce qu'on appelle une proposition de résolution, d'une grande loi de finances pour les collectivités locales, qui le mérite autant que l'État, que la sécurité sociale. C'est ça que nous voulons, c'est de la lisibilité pour les collectivités. Ça a été rappelé par mes collègues ici présents. Nous investissons, elles investissent, ces collectivités, elles sont en équilibre, elles sont vertueuses, donc elles méritent d'être respectées. C'est le message du président de l'AMF qui vient d'être défini. Et que vous partagez, ça c'est transpartisan. C'est-à-dire que c'est le bon sens. C'est le bon sens. Je pense que nous avons tous le sens de l'État. Et ce que nous aimerions aujourd'hui, c'est que l'exécutif, certes, vient dans le Congrès, mais puisse aussi nous affirmer qu'il n'y aura plus ces épées de Damoclès qu'on agite en permanence, qu'on retire, qu'on remet. Et ça, c'est pas possible pour les élus locaux. Parmi les sujets qui ont été abordés aussi, dont je souhaiterais qu'on parle, il y a la question des violences faites aux élus. On a entendu Elisabeth Borne s'exprimer là-dessus, soutenir la proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité au Sénat. On écoute la Première ministre. Nous devons vous permettre d'accomplir vos missions dans les meilleures conditions, vous protéger et répondre avec la plus grande fermeté aux incivilités ou aux agressions dont vous êtes la cible. S'attaquer à vous, c'est s'en prendre à la République. En septembre dernier, une circulaire du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a demandé au procureur des réponses fermes, rapides, visibles, contre toutes les atteintes aux dépositaires de l'autorité publique, en particulier les maires. Dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, le gouvernement a défendu le renforcement des sanctions pénales pour les auteurs de violences à l'encontre d'élus. Enfin, il y a quelques jours, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi qui facilite et étend la constitution de partie civile lorsque les élus et leurs proches sont victimes d'agressions. Ce texte permettra à vos associations d'élus de mieux vous soutenir face aux violences. Cette proposition de loi, le gouvernement la soutient et nous nous emploierons à ce qu'elle soit pleinement mise en œuvre. Philippe Laurent, est-ce que vous témoignez, vous, de la difficulté de ce climat aujourd'hui, d'une relation compliquée aujourd'hui avec les citoyens, avec les administrés, pour les maires? Oui, naturellement. D'abord, je voudrais dire que j'ai apprécié que la Première ministre ait évoqué la mémoire de Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes, qui a été décédé il y a un peu plus de 3 ans. Je pense qu'à partir d'ailleurs de ce drame, un certain nombre de choses ont été faites en lien avec le Parlement, d'ailleurs le Sénat notamment, et le gouvernement précédent et celui-ci. Donc ce qui est annoncé là par la Première ministre, que nous connaissons déjà parce qu'on y travaille déjà oui, il y a
naturellement, mais je crois va en effet dans le bon sens. Alors c'est important. À quoi ça sert pour vous d'avoir les associations d'élus aux côtés des maires? C'est important parce que d'abord les maires ont besoin d'être entourés, de sentir qu'il y a cette solidarité de la communauté des maires autour d'eux. Parce que, et je réponds à votre question, la situation devant laquelle se trouvent un certain nombre de nos collègues, moi je le dis, en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Hein, mais je connais d'autres maires pour lesquels il y a de la violence verbale, de l'agressivité verbale et aussi de l'agressivité physique. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Et donc, le nombre de cas signalés à l'Observatoire de l'AMF sur ces sujets a augmenté de au moins 50% sur les deux dernières années. Donc, le nombre de cas augmente en permanence. Il y a une violence qui est la violence de la société, malheureusement, hein, et qui se répercute aussi sur les maires qui sont détenteurs d'une forme d'autorité. Il n'y a pas que les maires, hein, les enseignants, les pompiers, etc. Ouais, enfin, tout ce qui est porteur d'autorité. Donc, par conséquent, c'est très important de mettre en place des systèmes qui permettent de montrer à l'ensemble de nos collègues que nous sommes aussi solidaires avec eux. Florence Portelli, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir changer les choses? Vous avez vécu ce type d'agressivité, au moins d'incivilité, etc. Moi, de la part de vos administrés? J'ai eu quoi, au bout de 2-3 ans, d'écrire des mémoires, mais pas que administrés, hein, même milieu politique, notamment parce que je suis une femme. Et alors, moi, je pleure pas sur mon sort, hein, puis après, je trouve que ça reste le plus beau des mandats. Néanmoins, il est vrai qu'aussi, avec la prolifération des propos haineux sur les réseaux sociaux, parce qu'avant, les gens n'étaient pas planqués derrière leur écran pour écrire des choses abominables. Aujourd'hui, la parole s'est libérée dans le mauvais sens, avec aussi un degré d'éducation qui a régressé. Parce que c'est très bien de faire des choses pour punir et pour donner un signal. Moi, ce que je regrette, c'est que, de manière globale, notre société occidentale est de plus en plus violente. Elle est même... C'est pas ce genre de dispositif qui va enrayer elle est violente, elle est en déclin, elle est en crise d'empathie. La prise en compte de l'autre, de ses souffrances, de ce qu'il peut ressentir, est totalement absente même du débat public. Ce qu'il faut, c'est à mon avis une réforme profonde de l'école. Une réforme profonde de l'école dès le plus jeune âge. Une réforme profonde qui permette aussi d'instruire et non plus de régler les problèmes de société dans l'école. Peut-être une réforme qui associe davantage les mères et qui permette de développer davantage les conseils des droits et devoirs des familles. Ça passe par une vision de la société renouvelée, profondément changée, et pas uniquement, même si c'est important, hein, mais par des mesures qui en fait sanctionnent ce qui arrive en bout de chaîne. C'est exactement comme les violences avec les bandes, c'est exactement comme l'explosion de la délinquance et de la criminalité. Il faut prendre le problème à sa source. Vous êtes d'accord là-dessus, Patrick Caner, vous qui avez en plus été ministre de la jeunesse, est-ce qu'il faut prendre le mal à la racine, et de la ville, donc de quartiers difficiles, des 1500 quartiers difficiles, comme l'on dit dans notre pays. Monsieur Dupond-Moretti dit souvent, mais quand on s'attaque à un élu de la République, on attaque la République. Il a raison. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, et notamment des jeunes, ne savent pas ce que c'est que la République. C'est les principes de la République, et ce n'est pas que liberté, égalité, fraternité, ou laïcité en complément. C'est aussi le vivre ensemble, le respect finalement du bien commun. Et ça passe, Alain Portelli a raison de le dire, ça passe par une citoyenneté qui commence à être apprise dès le plus jeune âge. Moi, quand j'étais ministre de la Jeunesse, effectivement, j'avais promu un parcours de citoyenneté. Et pour moi, c'est pas le simple SNU, le service national universel, qui va régler les problèmes pour 20 000 ou 30 000 jeunes. Tant mieux pour eux. Mais c'est que 20 000 ou 30 000 sur des générations qui représentent 800 000 jeunes dans notre pays. Pour conclure, il nous reste quelques minutes. Je voudrais quand même un mot de bilan sur ce congrès des maires pour les uns et pour les autres. Florence Portelli. Vous connaissez le film Un jour sans fin avec Andy McDowell et... Je vois bien, oui. J'ai l'impression tous les ans de revivre la fête de la marmotte et le réveil qui sonne avec le même jingle. En fait, tous les ans, on parle des mêmes problèmes. Et il n'y a pas un début de solution? Non, pas l'impression que aussi, à chaque fois, j'ai eu droit, même à certains de vos confrères, un peu, pas vous, hein, mais un peu agacés en disant enfin ne soyez pas sectaires, vous voyez bien que vous avez déjà des propos beaucoup plus agréables qui vous sont délivrés. Bon, moi ce que j'attends, c'est que l'État ne soit pas kafkaïen. C'est-à-dire qu'on ne dise pas d'un côté il ne faut pas artificialiser les sols et de l'autre côté il faut appliquer la loi SRU, il faut construire. En mettant en plus des pénalités, des amendes contradictoires, ça continue. Ah, mais en permanence, c'est tout et son contraire. Alors, il y a peut-être des gens qui aiment en même temps, mais quand vous devez gérer, c'est impossible.
en même temps c'est impossible au niveau local. Ouais. Et pour vous, Philippe Oui, Laurent? moi je partage l'avis de Florence. Moi je suis à mon 20e congrès, donc, et Patrick peut-être encore davantage. Et donc je partage l'avis de Florence, mais je voudrais ajouter juste un mot cette année. Il y a quand même toujours la détermination des maires, ça n'a pas varié. Ce sont des gens qui sont extrêmement engagés dans ce qu'ils font pour leur territoire et pour les habitants de leur territoire. Mais il y a une inquiétude plus importante cette année, due notamment aux questions financières. Et en fait, la vraie interrogation des maires, la vraie inquiétude des maires, c'est de ne pas pouvoir maintenir le niveau de service public. Il faut le dire aux téléspectateurs, ce sont des choses très concrètes. Oui, C'est les absolument. crèches, c'est dans c'est les crèches, écoles, les c'est écoles, partout. les C'est centres la de loisirs, piscine, etc., les centres de etc. loisirs. Et ne pas maintenir le niveau de service public, de mon point de vue, c'est contrevenir à la devise de la République et notamment au mot fraternité, dont on ne parle pas souvent, mais qui est le mot le plus important et le plus humain de la devise de la République. Et le mot de la fin, Patrick Bon, Caner, alors. 500 000 élus locaux, c'est pas une charge pour la République, c'est une chance. Et je terminerai par une expérience personnelle. J'ai rencontré la maire de Sercu, dans les Flandres intérieures. Vous savez pas, ça se trouve, Sercu, c'est une petite ville de 400 ou 500 habitants, où la maire et son mari font tout. Ils font tout, ils ont quelques collaborateurs pour les écoles, mais pour le reste, y compris de balayer les caniveaux, eh bien... C'est beaucoup de communes, hein, on l'oublie trop souvent. Exactement, et donc pour cela, je tire mon chapeau, respect, respect, respect. Voilà, tirons notre chapeau à tous ces maires qui ont donc été rassemblés en congrès pendant ces 3 jours et pendant lesquels vous avez pu suivre toutes les émissions spéciales que nous avons consacrées à ce sujet. Et on le voit, il y a un dialogue qui s'amorce avec l'exécutif, mais toujours autant d'attentes du côté des maires. Merci beaucoup Patrick Caner, merci beaucoup Philippe Laurent, merci beaucoup Florence Partilly d'avoir participé à ce débat, à ce moment de débrief de ce congrès des maires et du discours de la Première ministre. Merci à vous tous de nous avoir suivis, merci à la rédaction, merci aux équipes techniques, à la production pour qui c'est toujours un défi de fabriquer ces programmes depuis ces congrès porte de Bretagne. On va sûrement se